Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends le micro aujourd'hui, pas seulement à cause de tout ce qu'on a dû traverser, c'est la vie, mais parce que le fait de raconter des histoires m'a énormément manqué. Et la dernière raison, et pas la moindre, est que j'ai été très très ému par votre présence, par votre bienveillance. Franchement, je ne m'y attendais pas. Non pas que je sous-estime votre humanité ou quelque chose de ce genre, mais je comprends très bien que des fois, on est tellement préoccupé par nos propres problèmes que l'on ne pense pas forcément à demander après les autres. Puis aussi, des fois, on se demande si un commentaire peut vraiment faire la différence, peut vraiment toucher quelqu'un. Ben, je dois dire que oui, franchement, j'ai senti votre présence et je vous en remercie énormément. Recevoir un commentaire bienveillant régulièrement comme ça dans la journée a été vraiment quelque chose de nouveau pour moi, alors je vous en remercie. Et je vous prie encore de m'excuser pour cette longue absence. En fait, il n'y a pas eu qu'un seul décès, mais deux, malheureusement, dans la même semaine. Et puis on a chopé le fameux virus, encore une fois, pour changer. D'ailleurs, ça doit s'entendre, hein. En tout cas, je ne vous ennuierai pas plus que ça. Je vous remercie encore une fois et vous rassure par rapport à ma santé physique et mentale. Quoique pour cette dernière, je ne suis pas encore tout à fait sûre. Mais cela, ça date depuis très longtemps. Alors, sans plus tarder, on va commencer une histoire d'Agatha Christie, dont le titre est En dedans d'une muraille. Ce fut Madame Lempière qui, la première, découvrit l'existence de Jane Haworth. Il n'aurait, cela va de soi, pas pu en aller autrement. Quelqu'un a dit un jour de Madame Lempière qu'elle était, et de fort loin, la femme la plus haïe de Londres. Mais j'estime qu'il y a quelques exagérations. Ce qui ne fait néanmoins pas de doute, c'est qu'elle a le chic pour tomber sur la chose au monde que vous souhaitez le moins voir divulguée, et qu'elle met un réel génie à le faire. Cela se produit toujours par le plus grand des hasards. En l'occurrence, nous avions pris le thé dans l'atelier d'Alan Everard. Ces thés, il les donnait de temps à autre, et restait immanquablement planté dans les coins, affublé d'oripeaux hors d'âge, à faire sonner sa menue monnaie dans ses poches et à sembler au supplice. Je ne crois pas que quiconque puisse aujourd'hui dénier à Everard le titre de peintre génial. Ses deux plus fameuses toiles, Couleur et Le Connaisseur, qui appartiennent à sa première période, avant qu'il ne devienne portraitiste à la mode, ont été acquises l'an dernier par les musées nationaux, sans que, pour une fois, ce choix ne soulève la moindre controverse. Mais à la date dont je vous parle, Everard commençait seulement à trouver sa voie, et il nous était donc loisible de considérer que c'était nous qui l'avions, pour ainsi dire, inventé. Ces réceptions, c'était sa femme qui les organisait. L'attitude d'Evrard à son égard était assez particulière. Qu'il adorât Isobel, c'était évident, et allait tout naturellement de soi. L'adoration était son dû, mais il semblait toujours persuadé d'avoir une dette envers elle, et s'il accédait au moindre de ses désirs, ce n'était pas tant par faiblesse que par l'inébranlable conviction qu'elle possédait le droit de n'en faire qu'à sa tête. À bien y réfléchir, j'imagine qu'il n'y avait après tout rien là que de très naturel, car Isobel Loring avait de tout temps été réellement adulée. Quand elle fit son entrée dans le monde, elle venait d'être la débutante de la saison. Beauté, situation mondaine, usage, cervelle. Si l'on accepte l'argent, elle avait tout. Personne ne s'attendait à ce qu'elle fasse un mariage d'amour. Elle n'était pas fille à ça. Au cours de sa seconde saison, elle avait déjà 3 prétendants à ses pieds. L'héritier d'un duché, un politicien en pleine ascension et un millionnaire sud-africain. Et puis, à la grande surprise générale, elle épousa Alan Everard, jeune peintre tirant le diable par la queue et dont personne n'avait jamais entendu parler. C'était en hommage à sa personnalité, j'imagine, que tout le monde continuait à l'appeler Isobel Loring. Personne n'en parlait comme d'Isobel Everard. On disait « J'ai vu Isobel Loring ce matin. » Oui, avec son mari. Ce freluquet d'Evrard, ce type qui peint. Les gens disaient d'Isobel qu'elle s'était faite elle-même. Être connu comme le mari d'Isobel Loring aurait, à mon avis, suffi à faire n'importe quel homme. Mais Evrard était d'une autre trempe. Le flair d'Isobel pour le succès n'avait après tout pas été pris en défaut. Alan Everard avait après tout peint le tableau
couleur. Je veux croire que tout le monde connaît ce tableau. Une section de route creusée d'une tranchée, la terre retournée, rougeâtre, une buse de drainage d'un brun rouge vernissé, et le terrassier, un instant repos, colosse appuyé sur le manche de sa bêche. Silhouette herculéenne vêtue de velours côtelé, maculée de boue, avec un mouchoir rouge noué autour du cou. Dénué d'intelligence, vide d'espoir, mais dans un inconscient plaidoyer muet. Ses yeux vous dévisageaient depuis la toile, les yeux de la brute, dans toute sa splendeur. C'est une œuvre flamboyante, une symphonie d'orange et de rouge. Toute une littérature a été écrite sur son symbolisme, sur ce qu'elle était censée exprimer. Alan Everhart, quant à lui, prétend n'avoir rien voulu exprimer du tout. Il était à l'époque, affirme-t-il, au bord de la nausée après avoir été obligé de passer en revue une collection de couchers de soleil à Venise. Et l'irrépressible envie d'une débauche de couleurs strictement anglaise s'était soudain emparée de lui. Après cela, Everhart donna au monde cette représentation picturale devenue légendaire d'une taverne de bas étage. Romance. La rue et son macadam noir sous la pluie. La porte entr'ouverte, les lumières et le scintillement des verres, le petit homme au visage de fouine s'y engouffrant, chétif, minable, insignifiant, lèvres écartées et regard vide, entrant là pour oublier. La force de ces deux tableaux lui valut d'être porté au nu et de se voir décerner le titre de peintre du monde ouvrier. Il possédait enfin son créneau, mais il avait refusé d'y rester cantonné. Sa troisième œuvre, et la plus brillante, avait été un portrait en pied de Sir Rufus Herschmann, l'homme de science bien connu, et peint sur fond de cornues, de creusets et de paillasses de laboratoire. L'ensemble produit ce qu'on pourrait qualifier d'effet cubiste, mais les lignes de perspective en sont étranges. Et maintenant il venait de terminer son quatrième tableau, un portrait de sa femme. Nous avions été invités à le voir et à le critiquer. Everhart, lui, faisait la tête et regardait par la fenêtre. Isobel Loring, passant de groupe en groupe, parlait technique avec une justesse infaillible. Nous y allâmes de nos commentaires, il le fallait bien. Nous louâmes la matière du satin rose, le traitement de l'étoffe, nous affirmâmes, était réellement prodigieux. Personne n'avait encore jamais peint le satin de cette façon. Madame Lampierre, qui est l'un des critiques d'art les plus intelligents que je connaisse, me prit presque aussitôt à part. « Mon petit Georges, me dit-elle, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce truc est mort, c'est lisse, c'est infect. Portrait d'une dame en satin rose, suggérai-je. Exactement. Et cependant, la technique est parfaite. Et le mal qu'il s'est donné. Il y a assez de travail ici pour 25 toiles au bas mot. Trop léché d'après vous? C'est peut-être ça, si tant est qu'il y eut là quelque chose. Il l'a détruit. Une femme remarquablement belle, dans sa robe satin rose. Pourquoi pas une photo en couleur? Pourquoi pas, en effet, acquiesçai-je. Vous croyez qu'il s'en rend compte? Bien sûr, fit madame Lampierre avec mépris. Vous ne voyez pas que ce garçon est au bout du rouleau? C'est probablement ce qui vous prend au nez, quand vous mêlez affaires et sentiments. Il a mis toute son âme à peindre Isobel, parce qu'elle est Isobel, et, en l'idéalisant, il l'a ratée. Il s'est montré trop gentil. Il faut parfois détruire la chair avant de pouvoir effleurer l'âme. Je hochai la tête en me remémorant un autre portrait. Sir Rufus Herschmann n'avait pas été physiquement flatté, mais Everhart était parvenu à conférer à son portrait une personnalité inoubliable. Et pourtant Isobel en impose tellement, poursuivit madame Lampierre. Peut-être Everhart est-il incapable de peindre les femmes, hasardai-je. Peut-être, en effet, fit pensivement madame Lampierre. Oui, il n'est pas exclu que ce soit l'explication. Et c'est alors que, avec son habituel génie, pour l'à propos, elle s'empara d'une toile posée par terre dans un coin, face tournée vers le mur. Il y en avait 7 ou 8, entassés là au petit bonheur. Et ce fut pur hasard si madame Lampierre sélectionna précisément celle-là. Mais comme je l'ai dit plus haut, madame Lampierre a le chic pour ça. Tiens donc, s'exclama-t-elle en la tournant à la lumière. Elle n'était pas terminée, loin de là. Elle était à peine esquissée. La femme du portrait, ou plutôt la jeune femme, elle n'avait, à mon avis, pas plus de 25 ou 26 ans, était penchée en avant, le menton dans la main. 2 détails me frappèrent aussitôt.
l'extraordinaire vitalité du tableau et son étonnante cruauté. Évrard l'avait peint d'un pinceau vengeur. La pose même était cruelle. Elle mettait en évidence chaque défaut, chaque méplat, un peu trop creusé, la moindre imperfection. C'était une étude en marron, robe marron, fond marron, yeux marrons, des yeux ardents, pleins d'une envie silencieuse. La passion, en effet, était la dominante de la toile. Madame Lemperre l'examina en silence, pendant quelques minutes, puis elle appela Évrard. « Alan, venez un peu par ici. »« Qui est-ce ça ?» Évrard arriva, obéissant. Je remarquai dans son regard le soudain éclair de contrariété qu'il ne put dissimuler tout à fait. « Ce n'est qu'un barbouillage, se défendit-il. Je ne crois pas que je le terminerai jamais. »« Qui est-ce » insista madame Lemperre. Évrard n'avait manifestement aucune envie de répondre, et cette réticence était pain béni pour madame Lemperre qui, par principe, envisage toujours le pire. « Une de mes amies, Miss Jane Haworth. »« Je ne l'ai jamais rencontrée ici, souligna madame Lemperre. »« Elle ne vient pas à ce genre de vernissage. » Il se tut une minute, puis ajouta. « Elle est la marraine de Winnie. » Winnie, 5 ans, était la fillette du couple Évrard. « Vraiment ?» s'étonna madame Lemperre. « Où habite-t-elle ?»« À Battersea, un appartement. »« Vraiment ?» répéta madame Lemperre avant d'ajouter. « Et qu'est-ce qu'elle a bien pu vous faire ?»« Me faire ? À moi ? À vous ? Pour vous rendre si brutal. »« Oh, ça !» fit-il en riant. « Eh bien, voyez-vous, ce n'est pas une beauté. Je ne peux pas en faire une Vénus, sous prétexte d'amitié, non. »« Vous avez fait le contraire, dit madame Lemperre. Vous avez mis en lumière chacun de ses défauts. Vous les avez exagérés. Vous l'avez caricaturé. Vous avez essayé de la rendre grotesque. Mais vous n'y êtes pas arrivé, mon petit. Ce portrait, si vous l'achevez, il vivra. » Évrard le prit assez mal. « Ce n'est pas mauvais, admit-il du bout des lèvres, pour une pochade, s'entend. Mais bien sûr, ça n'arrive pas à la cheville du portrait d'Isobel. Ça, c'est de très loin la meilleure chose que j'ai jamais faite. » Il avait prononcé les derniers mots avec une agressivité et sur un ton de défi. Nous ne relevâmes ni l'un ni l'autre. « De très loin la meilleure chose, » répéta-t-il. Quelques-uns des autres s'étaient rapprochés de nous. Eux aussi, ils avisèrent la toile ébauchée. Exclamations et commentaires fusèrent de toutes parts. L'atmosphère commença à s'animer. C'est de cette façon que j'entendis pour la première fois parler de Jane Haworth. Plus tard, j'allai la rencontrer à 2 reprises. J'allai, de la bouche même d'une de ses amies les plus intimes, entendre des détails sur sa vie. J'allais en apprendre beaucoup d'Alan Évrard lui-même. Maintenant qu'ils sont morts tous les deux, je crois qu'il est temps de réfuter certaines des rumeurs malveillantes que madame Lemperre s'active à répandre à tous les échos. Traiter d'invention une partie de mon histoire si ça vous chante. Elle n'est cependant pas loin de la vérité. Quand les invités furent partis, Alan Évrard tourna de nouveau le portrait de Jane Haworth face au mur. Isobel traversa la pièce pour venir se dresser à son côté. « Un succès, tu crois ?» s'enquit-elle pensive. « Ou pas tout à fait un succès. »« Le portrait ?» demanda-t-il très vite. « Non, idiot, la réception. Il va de soi que le portrait est un succès. C'est ce que j'ai fait de mieux, décréta-t-il, agressif. « Nous gagnons du terrain, » dit Isobel. « Lady Charmington veut que tu la peignes. »« Oh Seigneur !» se renfrogna-t-il. « Je ne suis pas un portraitiste à la mode, tu sais. Tu le deviendras. Tu vas atteindre le sommet. Ce n'est pas ce sommet-là que je veux atteindre. Mais Alan chéri, c'est comme ça qu'on arrive à rouler sur l'or. Qui a envie de rouler sur l'or? Moi peut-être, qui sait, sourit-elle. Envahie par le remords, il se sentit aussitôt des envies de s'excuser. Si elle ne l'avait pas épousé, sans doute serait-elle parvenue à faire fortune. Elle en avait besoin. Un certain étalage de luxe était son nécessaire cadre de vie. Nous ne nous sommes pas si mal débrouillés ces derniers temps, fit-il d'un ton un peu piteux. Non, c'est exact. Mais les factures s'amoncellent. Les factures, toujours les factures. Il se mit à marcher en long et en large. Oh, et puis assez. Je ne veux pas peindre Lady Charmington, éructa-t-il, un peu comme un enfant en colère. Isobel sourit d'un très léger sourire. Elle se tenait près du feu, sans faire un geste. Alan interrompit son va-et-vient, fiévreux pour s'approcher d'elle.
Qu'y avait-il en elle, dans son impassibilité, son inertie, qui l'attirait comme un aimant? Qu'elle était belle, ses bras comme sculptés dans le marbre le plus blanc, l'or pur de ses cheveux, ses lèvres si rouges, si pleines. Y avait-il quoi que ce soit d'autre qui importât? Qu'y avait-il chez Isobel qui vous apaisait, qui vous déchargeait de tous vos soucis? Elle vous attirait dans sa divine inertie, et elle vous y maintenait, béat et satisfait de l'être. Le pavot et la mandragore, vous y voguiez sur un lac sombre, anesthésié. Je peindrai Lady Charmington, murmura-t-il bientôt. Quelle importance! Je m'ennuierai à périr. Mais après tout, même les peintres doivent manger. Voici Monsieur du Pinceau, le peintre, Madame du Pinceau, la femme du peintre, et Miss du Pinceau, la fille du peintre. Tous crient en famine. Grand nigaud, ronronna Isobel. À propos de ta fille, tu devrais aller voir Jane, un de ces jours. Elle est passée hier et m'a dit qu'elle ne t'avait pas vu depuis des mois. Jane est venue? Oui, voir Winnie. Alan écarta Winnie. Elle a vu ton portrait? Oui. Et qu'est-ce qu'elle en a dit? Qu'il était splendide. Oh! Perdu dans ses pensées, il fronça les sourcils. Je crois que Madame Lemperre te soupçonne de passion coupable envers Jane, remarqua Isobel. Elle avait l'air de boire du petit lait. Quelle mégère! Grommela Alan, écœuré. Quelle mégère! Qu'est-ce qu'elle n'irait pas imaginer? Qu'est-ce qu'elle ne va pas imaginer? Oui, eh bien, moi, je n'imagine rien, sourit Isobel. Alors dépêche-toi d'aller voir Jane. Alan lui jeta un regard en coulisses. Visage à demi tourné, son sourire s'attardant encore sur ses lèvres. Elle était maintenant assise sur un divan, très bas, au coin du feu. Et à ce moment-là, il éprouva un instant d'égarement, de vertige, comme si une brume, qui trop longtemps avait flotté autour de lui, et qui se déchirait enfin, lui avait soudain ouvert une échappée vers des territoires inconnus. Une voix en lui l'interpella. « Pourquoi veut-elle que tu ailles voir Jane? Il y a une raison. Parce qu'avec Isobel, il fallait qu'il y ait une raison. Isobel ignorait l'impulsivité. Elle ne connaissait que le calcul. « Tu aimes beaucoup Jane ?» demanda-t-il brusquement. « C'est un ange, » dit Isobel. « Oui, mais est-ce que tu as vraiment de l'amitié pour elle? »« Bien sûr. Elle se met tellement en quatre pour Winnie. Au fait, elle veut l'emmener à la mer la semaine prochaine. Tu n'y vois pas d'inconvénient, n'est-ce pas? Cela nous laissera libres pour l'Écosse. Ça ne pouvait pas mieux tomber. C'était en effet exactement comme ça. Ça ne pouvait pas mieux tomber. » Il jeta à Isobel un regard envié, avec un soupçon soudain. Cette prise en charge de Winnie, est-ce qu'elle l'avait demandé à Jane? Jane se laissait si facilement embobiner. Isobel se leva et sortit de la pièce, en fredonnant tout bas. Bah, quoi qu'il en soit, ça n'avait aucune importance de toute façon. Il irait voir Jane. Jane Haworth habitait au dernier étage d'un immeuble donnant sur Battersea Park. Quand Everard eut escaladé 4 volets de marche et appuyé sur le bouton de la sonnette, il se sentit en rogne contre Jane. Pourquoi ne pouvait-elle pas vivre dans un endroit plus accessible? Et quand, n'ayant pas obtenu de réponse, il eut appuyé 3 fois sur ce fichu bouton, sa mauvaise humeur ne fit que croître et embellir. Pourquoi ne pouvait-elle pas avoir une bonne capable de venir ouvrir la porte? Soudain celle-ci s'ouvrit, et ce fut Jane elle-même qui se dressa sur le seuil. Elle avait le sang au visage. « Où est Alice ?» interrogea Everard, sans même se soucier des salutations. « Eh bien, je crains que... elle n'est pas bien aujourd'hui. »« Elle est ivre morte, c'est ça ?» gronda Everard, furibond. « Quel dommage que Jane soit une menteuse aussi invétérée. »« J'imagine que c'est le cas, » répondit Jane à contre-cœur. « Laisse-moi aller voir. » Il traversa l'appartement à grandes enjambées. Jane lui emboîta le pas avec une soumission désarmante. Il trouva la dénommée Alice, la coupable Alice, à la cuisine. Il n'y avait aucun doute quant à l'origine de son état. Il suivit Jane dans le salon, dans un silence menaçant. « Il faut que tu te débarrasses de cette ivrognesse, tempêta-t-il bientôt. Ce n'est pas la première fois que je te le dis. Je le sais très bien, Alan, mais je ne peux pas le faire. Tu oublies que son mari est en prison. »« Oui, il se trouve parfaitement à sa place, » décréta Everard. « Combien de fois cette créature s'est-elle saoulée depuis les 3 mois que tu l'as à ton service? » « Pas tellement souvent, peut-être bien 4 ou 5 fois. Elle fait de la dépression, tu sais. »« 4 ou 5 ?
9 ou 10 serait plus près du compte. Comment est sa cuisine? Immangeable. T'est-elle le moins du monde? Une aide? Te facilite-t-elle la vie dans cet appartement? En rien. Bon Dieu, flanque-la dehors, demain matin, et embauche une fille qui puisse être d'une quelconque utilité. Jane le regarda d'un air malheureux. Tu ne le feras pas, maugréa Everard, en s'enfonçant dans un grand fauteuil. Tu es une créature tellement impassiblement sentimentale. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Tu emmènes Winnie à la mer? Qui a suggéré ça? Isobel ou toi? Moi, bien sûr, s'empressa d'affirmer Jane. Jane, dit Everard, si seulement tu apprenais à dire la vérité, je me mettrais à éprouver beaucoup d'affection pour toi. Alors maintenant assieds-toi et pour l'amour du ciel, tâche de rester au moins 10 minutes sans débiter de mensonges. Oh Alan, gémit Jane en s'asseyant. Le peintre l'examina d'un œil critique pendant 1 ou 2 minutes. Madame Lemperre, cette mégère, avait raison. Il s'était montré très cruel dans sa façon de peindre Jane. Jane était presque belle, sinon belle tout court. Les longues courbes de son corps obéissaient au plus pur canon de la beauté grecque. C'était ce désir éperdu qu'elle avait de lui plaire qui la rendait gauche et pataude. Il s'était obnubilé là-dessus. Il l'avait exagéré. Il avait durci le modelé de son menton, certes un peu trop pointu. Il avait déjeté sa silhouette dans une pose disgracieuse. Pourquoi? Pourquoi lui est-il impossible de rester 5 minutes dans la même pièce que Jane, sans éprouver à son égard une irritation croissante? On pourra dire ce qu'on voudra. Jane avait beau être adorable, elle n'en était pas moins exaspérante. Avec elle, il n'était jamais en paix, ni détendu, comme il était avec Isobel. Et pourtant, Jane était toujours tellement anxieuse de lui faire plaisir, tellement désireuse de tomber d'accord avec le moindre de ses avis. Mais hélas, tellement transparente aussi, et si manifestement incapable de dissimuler le fond de sa pensée. Il regarda autour de lui, du Jane tout craché, quelques objets ravissants, de pure merveille, cet émail de Battersea par exemple, et juste à côté, un effroyable vase orné de roses peint à la main. Il empoigna ce dernier. Est-ce que tu le prendrais très mal, Jane, si je le flanquais par la fenêtre? Oh, Alan, je t'en prie. Qu'est-ce que tu cherches à prouver en collectionnant ce genre de cochonneries? Tu aurais du goût à revendre, si seulement tu voulais bien le mettre en pratique. Mais ce ramassis d'horreur. Je sais, Alan, ne va pas t'imaginer que je n'en suis pas consciente. Mais il se trouve qu'on me fait des cadeaux. Ce vase, Miss Bates l'a rapporté de Margat, et elle est si pauvre, et il lui faut grappiller sou par sou. Et il a dû lui coûter si cher, cher pour elle, tu vois. Et elle se sera dit qu'il me ferait tellement plaisir. Je ne pouvais pas ne pas lui octroyer une place de choix. Everard ne releva pas. Il continuait à parcourir la pièce des yeux. Il y avait 1 ou 2 eaux-fortes au mur, ainsi qu'une flopée de photos d'enfants en bas âge. Les nouveau-nés, quoi qu'en puisse en penser leur mère, ne sont pas toujours photogéniques. Mais les innombrables amis de Jane n'auraient jamais accouché sans lui dépêcher un instantané de leur progéniture. Assurées qu'elles étaient que ces trophées seraient dûment chéris. Et Jane les avait chaque fois chéris, comme il se devait. Qui est cet abominable gros tas? Interrogea Everard, examinant d'un œil critique une nouvelle recrue. Énorme poupard, boudiné, affligé d'un violent strabisme. Je ne l'avais encore jamais vu, celui-là. Celle-là, rectifia Jane, la petite dernière de Mary Carrington. Pauvre Madame Carrington, s'apitoya Everard. J'imagine que tu vas prétendre adorer que cette gamine atroce te contemple toute la sainte journée, avec un œil qui dit merde à l'autre. Le menton de Jane pointa en avant. C'est un bébé adorable, et Mary est une très vieille amie à moi. Loyal Jane, sourit Everard, brave petit soldat. Alors comme ça, Isobel a réussi à te coller Winnie sur le dos, pas vrai? Eh bien, elle m'a effectivement dit que vous aviez tous les deux envie d'aller en Écosse, et j'ai sauté sur l'occasion. Tu vas me laisser Winnie, non? Cela fait une éternité que je me demandais si tu accepterais de me la confier, mais je n'ai jamais osé te poser la question. Oh, tu peux la voir, cela dit, c'est rudement gentil de ta part. Eh bien, c'est une affaire entendue, se réjouit Jane. Everard alluma une cigarette. Isobel t'a montré le nouveau portrait, s'enquit-il en mâchonnant quelque peu ses mots. Oui. Et qu'est-ce que tu en as pensé? C'est une splendeur, une absolue splendeur. Alan sauta sur ses pieds. Sa cigarette tremblait dans sa main. Bon Dieu, Jane, pas ça.
Pas à moi. Arrête donc de mentir. Mais Alan, je t'assure que c'est réellement une absolue splendeur. Est-ce que tu n'as pas encore compris qu'il y a belle lurette que je connais toutes les nuances de ta voix? Si tu me mens comme un arracheur de dents, j'imagine que c'est pour ménager ma susceptibilité. Mais pourquoi ne peux-tu pas être honnête? Tu crois que j'ai envie de t'entendre dire qu'une toile est une splendeur, quand je sais aussi bien que toi que ce n'est pas le cas? Ce fichu portrait est mort. Mort. Il n'y a pas une once de vie là-dedans. Il n'y a rien derrière. Rien que l'apparence, rien que la surface. Une misérable surface lisse. Tout du long, je me suis monté le bourrichon. Oui, et jusqu'à cet après-midi. Et je suis venu te trouver pour en avoir le cœur net. Isobel ne sait pas ce genre de choses. Mais toi, tu sais. Tu as toujours su. Oh, je savais bien que tu me dirais que c'est bon. Tu n'as aucun sens moral dans ce domaine. Seulement, je peux toujours démêler le vrai du faux par le seul timbre de ta voix. Quand je t'ai montré Romance, tu n'as rien dit du tout. Tu as retenu ton souffle et tu as émis une sorte de râle. Alan, Evrard ne lui laissa pas le loisir de parler. Jane était encore en train de produire sur lui l'effet qu'il ne connaissait que trop bien. Bizarre qu'une créature aussi douce puisse le plonger dans de tels accès de fureur. Tu crois peut-être que je suis fini, éructa-t-il. Mais tu es loin du compte, je suis toujours capable de peindre des toiles, tout aussi bonnes que l'était Romance, et encore meilleures si ça se trouve. Tu vas voir ce que tu vas voir, Jane Hayworth. Il quitta l'appartement en coup de vent. Marchant à grandes enjambées, il coupa par Battersea Park et s'engagea sur l'Albert Bridge. Il frémissait encore tout entier de rage et de fureur rentrée. C'est Jane, quand même. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'une fille comme ça pouvait bien connaître à la peinture? Et qu'est-ce que pouvait bien valoir une misérable opinion comme la sienne? Et en quoi est-ce que tout ça pouvait bien l'atteindre? N'empêche que ça l'atteignait de plein fouet. Il devait peindre quelque chose qui la laisserait pantelante. Ses lèvres s'entr'ouvriraient à peine tandis que le rouge lui monterait aux joues. Elle commencerait par regarder le tableau, et puis ses yeux se tourneraient vers lui, et selon toute probabilité, elle ne dirait rien du tout. C'est au milieu du pont qu'il vit la toile qu'il allait peindre. Ça lui vint de nulle part. Il la vit là, tracée sur le fond de brume. Ou bien était-ce dans sa tête? Une petite boutique d'antiquités brocante sombre, miteuse et un tantinet décrépite. Derrière le comptoir, un petit vendeur à l'œil rusé. Devant lui, le client grand, type gros et gras, suintant l'argent, bien nourri, opulent, bouffi, bajoux envahissante. Les surplombant, sur une étagère, un buste de marbre blanc. L'éclairage sur cet endroit précis, sur le visage de marbre de l'éphèbe, sur l'immortelle beauté de la Grèce antique, hautaine et peu soucieuse de commerce ou de troc, le vendeur, le riche collectionneur, la tête de l'éphèbe grecque. Il les voyait tous. Le connaisseur, voilà comment je vais l'appeler, marmonna Alan Evrard, descendant du trottoir et manquant de justesse de se faire écraser par un autobus. Oui, le connaisseur. Je vais lui faire voir à Jane. Sitôt rentré à la maison, il s'engouffra tout droit dans son atelier. Isobel l'y trouva en train de trier les toiles vierges. Alan, n'oublie pas que nous dînons chez les March. Evrard secoua impatiemment la tête. Au diable les March, il faut que je travaille. Je tiens quelque chose. Mais il faut que je le fixe sur la toile avant que ça ne m'échappe. Téléphone-leur, dis-leur que j'ai passé l'arme à gauche. Isobel le considéra un instant, pensive, puis sortit de la pièce. Elle possédait à fond l'art de vivre avec un génie. Elle alla décrocher le téléphone et inventa une excuse plausible. Bâillant un peu, elle regarda autour d'elle, puis elle s'assit à son secrétaire et se mit à écrire. Ma chère Jane, merci infiniment pour votre chèque reçu aujourd'hui. Vous êtes 1000 fois trop bonne pour votre filleule. 100 livres vont faire des merveilles. Les enfants coûtent les yeux de la tête. Mais vous êtes tellement attachée à Winnie que je n'ai pas cru mal agir en vous appelant à la rescousse. Alan, comme tous les génies, ne peut travailler qu'à ce dont il a envie, et cela ne fait pas toujours bouillir la marmite. J'espère vous voir sous peu. Bien à vous, Isobel. À quelques mois de là, quand le connaisseur fut achevé, Alan invita Jane à venir le voir. L'œuvre n'était pas tout à fait à la hauteur de ce qu'il avait imaginé. Comment cela aurait-il d'ailleurs pu être possible?
Mais elle en était quand même assez proche. Il éprouvait l'ivresse du créateur. Ce tableau, il l'avait peint, et il était bon. Jane ne lui dit pas cette fois que c'était une splendeur. Le rouge lui monta aux joues, et ses lèvres s'entr'ouvrirent. Elle regarda Alan, et il lut dans ses yeux ce qu'il avait si fortement souhaité y lire. Jane savait. Il marchait sur un nuage. Il lui avait fait voir à Jane. Le tableau ne monopolisant plus ses pensées, il recommença à s'intéresser à son environnement immédiat. Winnie avait énormément profité de sa quinzaine au bord de la mer, mais il fut frappé de voir à quel point ses vêtements étaient miteux. Il le signala à Isobel. « Alan, toi qui ne remarques jamais rien, mais j'aime que les enfants soient vêtus le plus simplement possible. J'ai horreur de les voir pomponner. Il y a de la marge entre simplicité et guenilles rapetassées. » Isobel ne répliqua pas, mais elle acheta une nouvelle robe à Winnie. 2 jours plus tard, Alan se coltait avec ses rappels d'impôts. Son carnet de banque était ouvert devant lui, et il cherchait celui d'Isobel dans le petit secrétaire de sa femme. Quand Winnie entra en virevoltant dans la pièce, une poupée bonne à jeter au feu dans les bras. « Papa, je connais une devinette. Tu crois que tu vas trouver la solution ?» En dedans d'une muraille blanche comme le lait, drapée dans un rideau, aussi doux que la soie, baignée dans un océan d'une pureté de cristal, une pomme d'or apparaît. Tu devines de quoi il s'agit? De ta mère, répondit Alan la tête ailleurs, toujours plongé dans ses recherches. Oh, papa, voyons. Winnie s'était mise à rire aux éclats. C'est un œuf. Comment est-ce que tu as pu penser qu'il s'agissait de maman? Alan sourit à son tour. Je n'écoutais pas vraiment, avoua-t-il. N'empêche que je ne sais trop pourquoi les mots ont évoqué maman. Une muraille blanche comme le lait, un rideau, du cristal, la pomme d'or, oui. Pour lui, cela évoquait bien Isobel. Un drôle de truc, les mots. Il venait enfin de trouver le carnet de banque. Péremptoire, il intima à Winnie l'ordre de quitter les lieux. 10 minutes plus tard, une exclamation perçante lui fit lever le nez. « Alan ! Ah, c'est toi, Isobel? Je ne t'avais pas entendu entrer. Viens voir un peu ici. Je me perds dans les écritures de ton carnet de banque. » Qu'est-ce qui t'a pris d'y toucher, à mon carnet de banque? Il la dévisagea ahuri. Elle était hors d'elle. Il ne l'avait jamais vue manifester la moindre humeur. Je n'aurais jamais imaginé que tu le prendrais mal. Je le prends mal. Je le prends très mal. Tu n'as pas à fourrer ton nez dans mes affaires. Alan à son tour sentit la colère le gagner. Toutes mes excuses. Mais puisque j'y y ai, après tout, fourré, peut-être seras-tu à même de m'expliquer 1 ou 2 écritures dont la nature exacte m'échappe. Autant que je puisse en juger, pas loin de 500 livres ont été versés sur ton compte, dont je n'arrive pas à trouver l'origine. D'où est-ce que ça sort? Isobel avait recouvré son calme souverain. Elle se laissa aller dans un fauteuil. Rien ne t'oblige à monter à ce point sur tes grands chevaux, Alan, fit-elle d'un ton léger. Ce n'est pas le salaire du péché, ni quoi que ce soit de ce genre. De qui vient cet argent? D'une femme, d'une de tes amies. Il n'est pas à moi du tout. C'est celui de Winnie. De Winnie? Tu veux dire que cet argent t'a été remis par Jane? Isobel hocha la tête. Elle adore la petite. Elle a l'impression de n'en faire jamais assez pour elle. D'accord, mais il me semble aller de soi que ces sommes auraient dû être investies au profit de Winnie. Oh, ce n'était pas un quelconque placement qui était visé. C'était destiné aux dépenses courantes, vêtements et tout ce qui s'ensuit. Alan ne releva pas aussitôt. Il pensait aux robes de Winnie, à ses guenilles rapetassées. Ton compte est à découvert, tu sais ça aussi, Isobel. À découvert? Ça m'arrive tout le temps. Oui, mais compte tenu des 500 livres. Mon cher Alan, je les ai dépensés pour Winnie de la façon qui m'a paru la plus adéquate. Je t'assure que Jane est totalement satisfaite. Mais satisfait Alan était loin de l'être. Et cependant, tel était le pouvoir d'Isobel et de son calme olympien, qui ne poursuivit pas. Isobel, après tout, n'entendait rien à ces questions d'argent. Elle n'avait eu nulle intention de dépenser pour elle l'argent qui lui avait été remis pour sa fille. Une facture acquittée arriva ce même jour, adressée par erreur à M. Évrard. Elle émanait d'un couturier de Hanover Square et s'élevait à 200 livres et des poussières. Il la remit à Isobel sans un mot. Elle y jeta un coup d'œil, sourit et dit « Mon pauvre chou,
J'admets que ça puisse représenter pour toi une montagne, mais on est quand même bien obligé de se mettre plus ou moins quelque chose sur le dos. Le lendemain, il se rendit chez Jane. Jane se montra exaspérante et comme toujours évasive. Il ne fallait pas qu'il se mette Martel en tête. Winnie était sa filleule. Les femmes comprenaient ces choses-là, tandis que les hommes n'y entendaient rien. Bien évidemment, elle n'avait jamais songé à offrir à Winnie pour 500 livres de robe. Qu'il veuille bien, si ça ne l'ennuyait pas, les laisser. Isobel et elle, seuls juges en ces matières. Elles se comprenaient parfaitement. Alan repartit dans un état de mécontentement grandissant. Il était parfaitement conscient d'avoir esquivé la seule question qu'il avait eu l'intention de poser. Il aurait voulu demander « Est-ce qu'Isobel t'a déjà réclamé de l'argent pour Winnie ?» Et s'il ne l'avait pas fait, c'était uniquement par crainte que Jane ne mente pas assez bien pour parvenir à le mener en bateau. Mais par-dessus tout, il était inquiet. Jane n'avait pas le sou. Il ne fallait pas qu'elle se dépouille complètement. Il décida d'aborder le sujet avec Isobel. Cette dernière se montra calme et rassurante. Il allait de soi qu'elle ne laisserait pas Jane dépenser plus qu'elle ne saurait se le permettre. 1 mois plus tard, Jane mourut. Ça avait été une mauvaise grippe, sur laquelle s'était greffée une pneumonie. Elle faisait d'Alan Everard son exécuteur testamentaire et léguait tout ce qu'elle possédait à Winnie. Un tout qui n'allait d'ailleurs pas chercher bien loin. Il incomba donc à Alan de se plonger dans ses papiers. Elle y avait laissé un dossier facile à compulser. Missive implorant des secours, lettres de remerciement, autant de preuves de sa générosité. Et quand il en eut terminé, il tomba sur son journal. Une note y était agrafée. À lire après ma mort par Alan Everard. Il m'a souvent reproché de ne pas dire la vérité. Cette vérité, elle est tout entière ici enfermée. Ainsi, mettant la main sur le seul confident avec lequel Jane ait jamais osé se montrer honnête, finit-il par avoir le fin mot de son comportement. C'était la relation d'une totale spontanéité et sans fioriture aucune de son amour pour lui. Il n'y avait là pas le moindre attendrissement sur soi-même, mais nulle velléité non plus de se voiler la face. « Je sais que je te mets souvent hors de toi », avait-elle écrit. « Tout ce que je dis ou fais semble les 3/4 du temps te plonger dans des fureurs noires. Je ne vois pas la raison de ces emportements, car je ne fais jamais que désespérément chercher à te plaire. Mais il m'aide néanmoins un peu persuadé que j'existe à tes yeux. On ne prend pas en grippe les gens qui ne comptent pas. Ce ne fut pas la faute de Jane si Alan fit d'autres découvertes. Elle avait été loyale, mais également désordre, et elle bourrait trop ses tiroirs. Elle avait, peu avant sa mort, soigneusement brûlé toutes les lettres d'Isobel. Celles qu'Alan trouva étaient restées coincées derrière un tiroir de la commode. Quand il la lut, le sens de certains signes cabalistiques sur les talons du chéquier de Jane lui devint évident. Dans ce courrier-là, Isobel ne s'était même pas donné la peine de continuer à prétendre que l'argent qu'elle réclamait était destiné à Winnie. Assis au petit bureau, Alan resta un long moment à regarder par la fenêtre, devant lui sans rien voir. Puis il glissa le chéquier dans sa poche et quitta l'appartement. Tout au long du chemin qui le ramena à Chelsea, il sentit la colère monter en lui. Isobel n'était pas là quand il rentra et il le déplora. Il avait si présent à l'esprit ce qu'il avait l'intention de lui dire. En désespoir de cause, il gagna son studio et sortit le portrait inachevé de Jane. Il le posa sur un chevalet près de celui d'Isobel en satin rose. La lampière ne s'y était pas trompée. Tout respirait la vie dans le portrait de Jane. Il regarda, ses yeux ardents, sa beauté qu'il avait tellement échoué à lui dénier. Ça, c'était Jane, cette intensité. Plus que toute autre chose au monde, c'était Jane. Elle était, songea-t-il, l'être humain le plus assoiffé de vie qu'il ait jamais rencontré, au point que même maintenant, il lui était impossible de penser à elle comme à une morte. Et il songea à ses autres toiles, couleurs, romances, Sir Rufus Herschmann. Toutes avaient d'une certaine façon été les portraits de Jane. Elle avait allumé l'étincelle pour chacun d'entre eux, l'avait chaque fois renvoyé chez lui furieux, écumant de colère, jurant ses grands dieux qu'il lui allait lui faire voir.
Et maintenant, Jane était morte. Parviendrait-il jamais à peindre encore un tableau, une œuvre véritable? Il contempla de nouveau l'ardent visage qui animait la toile. Peut-être Jane n'était après tout pas très loin. Un bruit le fit pivoter sur ses talons. Isobel était entrée dans le studio, vêtue pour le dîner. Elle portait une robe de soie blanche toute simple qui mettait en valeur l'or blond de sa chevelure. Elle s'arrêta net et retint les mots qu'elle allait dire, l'observant avec circonspection. Elle alla s'asseoir sur le divan. Elle offrait toutes les apparences du calme le plus parfait. Alan sortit le chéquier de sa poche. J'ai parcouru les papiers de Jane. Oui? Il essaya d'imiter son calme, d'empêcher sa voix de trembler. Ces 4 dernières années, elle n'a cessé de t'alimenter en argent. Oui, pour Winnie. Non, pas pour Winnie, vociféra-t-il. Vous avez toutes les deux fait comme si c'était pour Winnie. Mais vous saviez aussi bien l'une que l'autre que ce n'était pas le cas. Est-ce que tu te rends compte que Jane vendait ses actions et qu'elle vivait à la petite semaine, tout ça pour mieux te couvrir de vêtements dont tu n'avais au fond aucun besoin? Pas un instant Isobel ne cessa de le regarder en face. Elle s'installa plus confortablement sur les coussins, comme aurait pu le faire un somptueux persan blanc. Je n'y peux rien si Jane s'est dépouillée plus qu'elle l'aurait dû, dit-elle posément. J'imaginais qu'elle avait de quoi se le permettre. Elle était folle de toi. Ça, je t'ai pris de croire que je m'en suis toujours rendu compte. Et étant donné la façon dont tu te précipitais à tout bout de champ, la voir et passer des heures chez elle, bien des femmes à ma place auraient poussé de hauts cris. Je m'en suis personnellement gardé. Exact, convint Alan, le visage blanc comme un linge. Au lieu de quoi, tu l'as fait payer. Tu es en train de tenir des propos très blessants, Alan. Prends garde. Parce que tu estimes peut-être qu'ils ne sont pas appropriés. Et pourquoi crois-tu donc qu'il t'a été si facile de soutirer tout cet argent à Jane? Je ne le dois pas, à coup sûr, à je ne sais quelle affection qu'elle aurait pu avoir à mon égard. Cela doit être plutôt tenir à l'amour qu'elle éprouvait pour toi. C'est bien de cela qu'il s'est agi, reconnut Alan avec simplicité. Et c'est ma liberté qu'elle payait, ma liberté de travailler comme je l'entendais. Tant que tu aurais eu de l'argent, à satiété, tu me ficherais la paix. Tu ne me tannerais pas pour que je fasse le portrait de tout un troupeau de harpies. Isobel ne releva pas. Ce n'est pas vrai, hurla Alan au comble de la fureur. L'absolue perfection du calme de sa femme le mettait hors de lui. Isobel regardait par terre. Elle ne tarda pas à relever les yeux et à déclarer d'un ton égal. Viens ici, Alan. Elle caressait le divan à côté d'elle. Inquiet à son corps défendant, il alla s'y asseoir, prenant garde de ne pas la regarder et sachant bien pourtant à quel point il avait peur. Alan, souffla bientôt Isobel. Quoi? Il se sentait encore nerveux, irritable. Il se peut que tout ce que tu viens de dire soit exact. Peu importe. Je suis comme je suis. Je suis possessive. Et j'ai des besoins. Besoin de vêtements, d'argent, besoin de toi. Jane est morte, Alan. Qu'est-ce que tu entends par là? Jane est morte. Tu m'appartiens désormais tout entier. Ça n'avait jamais été le cas. Pas intégralement. Il la dévisagea, vit la lueur dans ses yeux, cupide, possessive, sentit monter en lui la révolte, en même temps que la fascination. Dorénavant, tu seras tout à moi. Il comprit alors, Isobel, comme il ne l'avait jamais fait par le passé. Tu me veux comme esclave. Faudra-t-il que je peigne ce que tu me diras de peindre, que je vive comme tu m'ordonneras de vivre, enchaîné aux roues de ton char? Formule-le comme il te plaira, à quoi riment les mots. Il sentit les bras d'Isobel autour de son cou, blanc, lisse, ferme et solide, comme une muraille. Des lambeaux de phrases lui tourbillonnaient dans le cerveau. Une muraille blanche comme le lait. Déjà il se trouvait en dedans de la muraille. Parviendrait-il encore à s'en évader? Avait-il seulement envie de s'en évader? Il entendit la voix d'Isobel tout contre son oreille. Le pavot et la mandragore. Qu'attendre d'autre de la vie? Est-ce que ceci n'est pas suffisant? L'amour, le bonheur, le succès, l'amour.
La muraille commençait maintenant à l'encercler de toutes parts. Le rideau, aussi doux que la soie, le rideau l'enveloppait, l'asphyxiant un peu, mais si doux, si moelleux. Maintenant aussi, ils dérivaient ensemble en paix, au loin sur l'océan de cristal. La muraille, désormais très haute, excluait tout le reste, toutes ces contingences dérangeantes, dangereuses et qui vous blessaient, et qui ne cessaient de vous blesser. Au loin, sur l'océan de cristal, la pomme d'or entre leurs mains. Et la lumière irradiant le portrait de Jane s'estompa. Fin. J'espère que l'histoire vous a plu. Elle fait partie de ces histoires un petit peu singulières d'Agatha Christie. Je ne sais pas ce que vous en penserez. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais pour moi, c'est l'histoire d'un peintre à la personnalité plutôt cruelle et qui a tout le temps besoin d'une muse, peu importe qui elle était, peu importe ce qu'elle en pensait. Et ce peintre n'hésitait pas à chercher une autre muse quand la dernière en date disparaissait. Encore une fois, n'hésitez pas à vous exprimer là-dessus. J'aimerais vraiment lire vos opinions. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une autre histoire. Au revoir et merci.